le Mali est devenu premier producteur de lithium. Le Mali est en train de passer en tête des producteurs de lithium du continent. Il sera peut-être l'un des tout premiers du monde. Quelqu'un qui a le lithium, le manganèse, l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz à foison, vous osez le traiter de pays pauvre? C'est parce qu'il a cru en votre mensonge que le Mali se croyait pauvre, que les Maliennes et les Maliens se croyaient pauvres, que les Africaines et les Africains se croyaient pauvres. Donc je voulais attirer ensuite l'attention des uns et des autres à propos de cette décision sur le fait que, en fait, actuellement, les autorités maliennes n'attendent plus les conclusions de la réunion de la CEDEAO du 3 juillet 2022. Le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga ont co-signé un décret le 6 juin 2022 dans lequel ils ont formalisé définitivement la durée de la transition du Mali à compter de la journée du 26 mars 2022 jusqu'au 26 mars 2024. Ils ont décrété que la transition du Mali va durer 24 mois à compter de mars 2022 jusqu'à mars 2024. Le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a délivré sur la merveilleuse chaîne officielle de télévision du Mali, ORTM, que nous aimons comme jamais. Nous n'avons aimé une chaîne officielle d'Afrique dite francophone. Il a délivré la lecture du communiqué et ensuite il a donné une explication de ce communiqué. D'une part, l'explication politique, d'autre part, l'explication juridique. Il a dit que juridiquement, ce décret venait en quelque sorte mettre les choses dans les normes. La première phase de la transition s'étant achevée en février 2022, il était important en vertu du principe de la continuité de l'État que le Mali prenne un autre décret pour la prolongation de la transition au regard des empêchements, des obstacles qui ont été connus en chemin. C'est donc pour mettre le Mali aux normes, pour s'assurer que la norme fondamentale de la continuité de l'État n'est pas l'objet d'une entorse, que le président de la République du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son bras droit direct, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, ont signé ce décret-là. Mais il y a une deuxième raison qu'il a avancée, la raison politique. Il a dit que ce décret avait une portée politique. Il s'agissait d'entériner, de donner un point final à l'expression souveraine du peuple malien qui avait eu lieu au mois de décembre 2021 à travers les ANR, les Assises nationales de la refondation du Mali, véritable poumon de l'idéologie du Mali Koura qui est aujourd'hui en train de réveiller le grand peuple africain du Mali et de l'ébranler fier, courageux et intrépide dans la marche des siècles. Il s'agissait là de donner corps à la volonté politique du souverain, à savoir le peuple malien. Nous a expliqué le colonel Abdoulaye Maïga, solennel et magnifique, comme d'habitude, dans ses actes de communication officielle. Moi, qu'est-ce que je voudrais dire de plus aux Maliens et aux Maliennes ce soir, à propos de ce 6 juin? Je voudrais dire que le 6 juin a une signification géopolitique et géostratégique. Cela n'a pas été explicitement dit par le colonel Abdoulaye Maïga dans son intervention du 6 juin sur l'ORTM. Moi, j'ajoute aux deux raisons que notre ministre brillant nous a données, j'ajoute que le 6 juin a une signification géostratégique et géopolitique. Je commence par le premier point. Malienne, Malien, Africaine, Africain. Géostratégiquement. Le 6 juin, le gouvernement de transition du Mali a dit qu'il va régler la période de transition, essentiellement sur les calculs, essentiellement sur les moyens
essentiellement sur les relations emmagasinées jusqu'ici par le gouvernement de transition du Mali, par le Conseil national de transition du Mali. Je recommence. En réalité, le 6 juin, le gouvernement de transition a dit ceci, le régime de transition a dit ceci: nous nous engageons à réaliser des élections générales au Mali en mars, à partir de mars 2024, sans le soutien nécessaire de l'Union africaine, sans le soutien nécessaire de l'Union européenne, sans le soutien nécessaire de la France, sans le soutien nécessaire de la CEDEAO, sans le soutien nécessaire de l'UEMOA. Je recommence. Géostratégiquement, le message qui a été envoyé, c'est que la transition malienne s'engage à accomplir la volonté souveraine du peuple malien sans compter sur personne d'autre que le peuple malien et que le pays malien lui-même. Pourquoi je le dis? Parce que la CEDEAO avait ordonné que la transition soit réduite à 16 ou 18 mois. La CEDEAO, dès le 9 janvier, et même dans ses interventions subséquentes, a maintenu que ce n'était pas négociable. Alassane Dramane Ouattara, le servile servant de la France-Afrique, a maintenu qu'il était hors de question que la transition soit de 2 ans, de 24 mois. Qu'elle serait maintenue et acceptable seulement pour cette période de 16 ou maximum 18, dans les expectatives les plus heureuses. En disant, à partir de mars, c'est 24 mois et pas un de moins, la transition désavoue la CEDEAO et dit à la CEDEAO: nous nous engageons à accomplir la volonté du peuple malien, que cela vous plaise ou pas. Alors, ça veut dire quoi? Nous nous acheminons à partir du 6 juin dans un nouveau cycle géopolitique au Mali. Le Mali s'apprête à être le premier pays africain en situation de crise, en situation d'instabilité, à réaliser des élections générales sur son sol, sur ses propres moyens, sur moyens propres. Le docteur Choguel Kokala Maïga nous le rappelle tous les jours, Premier ministre du Mali. Depuis 2 ans, nous faisons fonctionner l'État malien sans l'aide financière de quelque État que ce soit. Je recommence. Depuis 2 ans, le gouvernement de transition du Mali fait fonctionner l'État malien. Le pays a remporté la première position en production de coton en Afrique, la première position en production de lait. Mais le pays ne reçoit plus de subventions de quelque puissance que ce soit. Ni du FMI, ni de la Banque mondiale, ni des grandes puissances occidentales, ni de la France, ni de l'Union européenne, ni de la Banque africaine de développement. Le Mali ne reçoit plus rien depuis 2 ans. C'est ce Mali qui ne reçoit plus rien de personne. Que son propre travail et sa propre richesse, c'est lui qui a parlé, qui dit: nous allons nous-mêmes réaliser le calendrier politique malien. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous commençons maintenant un cycle politique qui va conduire le Mali vers des dirigeants véritablement choisis par le peuple malien. D'un point de vue politique, ça veut dire que les dirigeants qui vont se retrouver à la tête du Mali, à l'issue de cette transition, par des élections, ne devront pas d'argent à la France, ne devront pas d'argent à l'Union européenne, ne devront pas d'argent aux États-Unis, ne devront pas d'argent à la Russie, ne devront pas d'argent au FMI, ne devront pas d'argent à la Banque mondiale, car le président Assimi Goïta et son premier ministre ont décidé de financer le Mali sur les moyens maliens. Il y a quelques agités du bocal qui posent la question de savoir, mais les fonds du Mali sont bloqués à l'UEMOA. Avec quoi le Mali fonctionne-t-il? Il faudrait qu'on leur réexplique que la monnaie n'est qu'un moyen d'échange permettant de faciliter justement les échanges entre des richesses qui existent. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que la monnaie? C'est un bien qui ne sert qu'à échanger d'autres biens. C'est un bien intermédiaire. À la base, sauf dans les économies spéculatives néolibérales qui aujourd'hui conduisent le monde à la catastrophe, la monnaie n'a pas de valeur en elle-même. Sa valeur est liée à la production nationale. Sa valeur est liée à la richesse nationale.
La monnaie n'est qu'un moyen pour faciliter les échanges de cette richesse. Or, le Mali possède la richesse. Il s'ensuit que le Mali, par sa richesse, possède déjà sa monnaie. Je recommence. Le Mali a ce qu'il faut pour payer. Car quand tu donnes 100 000 francs CFA à Bamako pour acheter un bijou, ça veut dire que celui qui possède le bijou possédait déjà, en fait, 100 000. Je recommence. Quand tu vas au marché de Bamako, là, au marché de Badalabougou, que je connais bien, tu entres chez un bijoutier, ou dans le centre-ville, tu entres chez un bijoutier, et tu choisis une bague, ou un collier, ou un bracelet, et tu payes 100 000 CFA. Ce que tu ne sais pas, c'est que le fait que le bijoutier possède déjà le collier, le bracelet, ou la bague que tu achètes, prouve que lui possédait déjà 100 000. Puisque c'est la valeur de sa bague, de son bijou. Or, le Mali est dans la situation du bijoutier. Il a ses bijoux, toi tu as tes billets. Si tu veux manger tes billets, mange-les. Sinon, le Mali a ses bijoux. Donc, entre toi qui as des billets et moi qui ai des bijoux, qui a besoin de l'autre? Moi, je peux vendre mes bijoux sans tes billets. Alors que toi, tu ne peux rien faire de tes billets si je ne te vends pas mes bijoux. Parce que c'est la richesse réelle qui crédite la monnaie fiduciaire. Et non l'inverse. Ce n'est pas la monnaie fiduciaire qui crédite la richesse réelle. Donc, le Mali possède l'argent. Je l'explique simplement. Je l'ai expliqué récemment à mes neveux, des enfants de 6e, 5e. Je dis, mais celui qui possède les richesses a l'argent. Il peut même fabriquer son propre argent. Il peut même échanger directement ses richesses contre d'autres richesses, sans passer même par l'argent de quelqu'un. Donc, il faut que vous compreniez que l'engagement qui a été pris le 6 juin est un engagement fort. Les autorités de transition du Mali disent aux Maliennes, aux Maliens, vous aurez des élections locales, vous aurez des élections régionales, vous aurez des élections législatives, vous aurez des élections présidentielles sur fonds propres maliens. Fini ce temps-là où le Mali devait se promener partout sur la planète. S'il vous plaît, Sabari, donnez-nous alors 1 milliard, on va organiser des élections. Non, 20 milliards, on a besoin de 3 millions d'euros, on n'a pas dû. Non. Le Mali s'assume. C'est-à-dire le Mali s'est redécouvert lui-même. Le Mali s'est regardé et il s'est bien vu. Et il s'est rendu compte qu'il était immensément riche. Le Mali a compris qu'il n'a pas besoin de francs CFA pour vivre. En d'autres termes, il n'a pas besoin de francs CFA pour vivre. Le Mali n'a pas besoin de francs CFA pour payer. Il n'a pas besoin de francs CFA pour acheter. Écrivez ça. Écrivez. Aucun pays africain n'a besoin du franc CFA. Aucun. Il n'y a que les vassaux et les néocolonisés qui continuent à se référer à une monnaie qui laisse polie. Une monnaie vide, fabriquée à Chamalières en France, qu'on voyait dans les bateaux et dans les avions. Et qu'on leur prête avec taux d'intérêt. Et les vilains livrent en échange le pétrole, le gaz, l'uranium, le manganèse, le cobalt, le lithium. Tiens, le Mali est devenu premier producteur de lithium. Le Mali est en train de passer en tête des producteurs de lithium du continent. Il sera peut-être l'un des tout premiers du monde. Quelqu'un qui a le lithium, le manganèse, l'or, l'uranium, le pétrole, le gaz à foison, vous osez le traiter de pays pauvre? C'est parce qu'il a cru en votre mensonge que le Mali se croyait pauvre, que les Maliennes et les Maliens se croyaient pauvres, que les Africaines et les Africains se croyaient pauvres. Donc je voulais attirer ensuite l'attention des uns et des autres à propos de cette décision, sur le fait que, en fait, actuellement, les autorités maliennes n'attendent plus les conclusions de la réunion de la CEDEAO du 3 juillet 2022. Les conclusions de la réunion de la CEDEAO du 3 juillet 2022 sont désormais nulles et de nul effet sur le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali a pris sa décision. Il a préempté, il a anticipé, il a dit, nous allons en 2 ans organiser des élections sur fonds propres. Avant, les pays ouest-africains couraient après la CEDEAO parce que c'est la CEDEAO, ensuite la France, ensuite l'Union européenne, ensuite l'ONU, la Banque mondiale, le FMI qui favorisent les décaissements pour que vous ayez des élections. Mais si nous pouvons organiser les élections sans votre argent, est-ce qu'on attend encore vos décisions? Je recommence la question pour les Africains et les Africains.
Si je peux organiser des élections sans demander l'argent étranger, est-ce que j'attends la décision d'organisation inféodée à l'étranger pour organiser mes élections? Non. Donc, je vois des gens qui fixent leur regard vers le 3 juillet. En tant qu'analyste politique et fils de l'Afrique, je vous dis sérieusement que les autorités maliennes, j'en suis convaincu, savent très bien que le néocolonialisme français, la CEDEAO, l'Union européenne et l'Union africaine sont instrumentalisés pour écraser le Mali parce que le Mali a engagé une coopération avec la Russie. Les autorités maliennes le savent. Bon, pour les besoins de la communication politique, pour nourrir quelques derniers espoirs, je comprends qu'elle puisse dire que il faut garder les yeux orientés vers le mois de juillet 2022. Mais en fait, il faut faire très attention à cette orientation vers 2022 parce que nous sommes seulement aujourd'hui le 9 juin 2022. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et la prochaine réunion? Et même si la CEDEAO venait à lever les sanctions, les autorités maliennes et le peuple malien commettraient la plus grande erreur de croire par là que la CEDEAO, la puissance néocoloniale française, l'Union européenne et que l'ONU seraient soudainement convaincus et devenus des partisans du succès de la transition. Ce serait une erreur. D'où je fais l'analyse suivante. Premier cas, le 3-4 juillet, le sommet de la CEDEAO rend au Mali son argent, lève les sanctions, etc. Je vous le dis, c'est un cas très dangereux. Car il s'agira d'endormir les autorités de transition pour les frapper. Car il est prévu de les frapper. Je recommence la première hypothèse. Et je le dis au peuple malien. Je le dis aux Africaines et aux Africains qui pourraient rêver d'attendre quelque chose de bon de cette CEDEAO inféodée que vous avez vue, que vous connaissez. Si les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO sont levées contre le Mali en juillet, pour moi c'est un signe dangereux. Car il s'agit en réalité d'une levée de sanctions qui ne sera rien d'autre que l'antichambre d'une attaque violente. Plus ils auront fait semblant de perdre la face en levant les sanctions, en reconnaissant les décisions de la Cour de justice, plus sera furieuse leur vengeance contre la transition du Mali. C'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, et nous nous y attendons tout naturellement, ils trouvent des complications et le 3 juillet, eh bien, l'embargo et les mesures inhumaines, illégales et illégitimes sont maintenues. Même dans cette hypothèse, le peuple malien et les dirigeants maliens doivent savoir que c'est maintenu parce qu'on tient à les enfoncer. C'est-à-dire en fait qu'il y a un raisonnement de la CEDEAO et de ses maîtres qui est un raisonnement, c'est ou bien on les achève ou bien on les écrase. Il n'y a pas un bon cas dans les plans de la CEDEAO, dans les plans du néocolonialisme occidental contre le Mali, en raison de son alliance géopolitique avec la Russie. Et je vais vous ajouter une raison ce soir. Vous êtes 3500 personnes cette nuit à suivre cette émission. 2500 ici, mais vous êtes près de 4000 au total. Et 1300 par là. J'espère que vous avez bien noté que la CEDEAO a engagé une procédure de collaboration avec l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je recommence. Maliennes, Maliens qui m'écoutez, je vous donne la clé pour savoir que il n'y a que 2 plans contre le Mali en juillet. Et dans toute la période qui va de maintenant jusqu'en juillet et après. 2 plans. Premier plan, on écrase le Mali. Deuxième plan, on bousille le Mali. Écraser et bousiller, c'est synonyme. On pulvérise le Mali. Pourquoi? Entre-temps, la CEDEAO a décidé de rentrer sous la coordination de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est l'organisation qui chapeaute le système sécuritaire de l'Occident et qui est dirigée par les États-Unis. Entre-temps, l'Union européenne a mis en place un plan prévoyant d'installer des bases militaires très fortes autour du Mali, de maintenir sa présence au Mali. Et ce plan prévoit même qu'ils installent des bases militaires dans le golfe de Guinée, exactement comme le plan de l'OTAN, leur patron, le prévoit.
Or, la CEDEAO a engagé une action de subalternation. C'est-à-dire que la CEDEAO devient une organisation succursale de l'OTAN pour les questions sécuritaires et soi-disant de lutte contre le changement climatique. Autrement dit, le commandement militaire de l'OTAN devient un commandement supérieur direct du commandement militaire de la CEDEAO. C'est-à-dire la conférence des chefs d'état-major de la CEDEAO travaille sous la supervision des plus hautes autorités militaires de l'OTAN et notamment de l'axe sud de l'OTAN et donc l'axe de l'Atlantique Sud qui comprend l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que les choses apparemment s'arrangent entre le Mali et la CEDEAO, ça voudrait dire que le Mali a adhéré à l'OTAN et que le Mali est sous commandement militaire américain. Ça voudrait dire que, parce que la CEDEAO, dont le Mali est membre, est soumise à l'OTAN, l'OTAN peut intervenir au Mali, puisque c'est sa zone. Dans le cadre de ce qu'Alassane Draman Ouattara est en train de fabriquer avec ses maîtres néocolonialistes parisiens, l'inféodation totale, complète, opérationnelle de la CEDEAO à l'OTAN. Donc en fait, je veux attirer l'attention des Maliennes et des Maliens pour dire que ce qui nous attend au Mali en juillet, ce n'est bon dans aucun cas. Et nous n'avons aucun intérêt à compter dans l'un ou l'autre des cas. Premier cas, ils disent on a levé les sanctions. C'est dangereux. Ils ont levé les sanctions pour faire baisser notre vigilance, pour revenir en force à l'intérieur du sol malien, des airs maliens et frapper le régime de transition. Deuxième cas, ils ne lèvent pas les sanctions. S'ils se rendent compte que le régime de transition est extrêmement méfiant et prudent, ils ne vont pas lever les sanctions, mais ils vont continuer à le harceler militairement, à financer des opposants, à financer des poches de terroristes à l'intérieur du sol. Bref, ils vont continuer à travailler à ce à quoi ils travaillent déjà maintenant. Le renversement de la transition. Donc, je voulais attirer l'attention des plus hautes autorités et des gouvernements du peuple malien, des diasporas maliennes et de l'opinion africaine sur le fait que les plans néocoloniaux contre le Mali n'ont pas changé. Les frémissements perçus à Accra, à la CEDEAO, sont des tromperies. Malheur à qui croit en ces gens-là. Malheur à qui croit en ces gens-là. Je vous donne un dernier exemple. En dehors de cette affaire de l'OTAN, souvenez-vous de Kadhafi. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha était venu jusqu'en Libye tromper Kadhafi en lui disant on va lever les sanctions contre la Libye, vous allez revenir dans la scène internationale et la France sarkozienne va vous aider à aplanir vos relations avec les Américains et tous les autres Occidentaux. Dans le cadre de ce deal, le leader Muammar el-Kadhafi finança massivement la carrière politique et notamment l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy. Il versa massivement des dizaines de millions pour aider Sarkozy à se maintenir à la tête de la France. Une fois qu'il avait déboursé le magot, Nicolas Sarkozy organisait la coalition franco-otanienne pour tuer Kadhafi, détruire la Libye et livrer le Sahel à ses amis des organisations inféodées du Qatar et de l'Arabie Saoudite que sont Al-Qaïda et l'État islamique. Écrivez ça. L'histoire est une école. Quand vous voyez les néocolons faire semblant de lâcher du lest, faire semblant de vous accorder quelque chose qu'ils vous avaient refusé, sachez que derrière se cache la pire des répressions contre vous. Kadhafi vint à Paris. Il installa sa tente à Paris. Il plastronna à Paris. Il crut que Sarkozy était sincère. Il se crut de retour dans la grâce des Occidentaux. Il ne prit pas la peine de se protéger avec de solides alliés comme les Chinois et les Russes. Et c'est par surprise qu'il fut attaqué. Allez voir les premières vidéos de Kadhafi découvrant que c'est Nicolas Sarkozy et ses alliés de l'OTAN qui attaquent la Libye. Kadhafi ne comprenait pas. Il y a une vidéo dans laquelle il dit, mais Sarkozy, toi que j'ai nourri, c'est toi qui m'attaques. Obama, toi, un fils de l'Afrique, à qui j'ai expliqué le rôle que la Libye pouvait jouer pour empêcher la déstabilisation de l'Afrique et du Moyen-Orient, c'est toi qui m'attaques. Eh bien, il faut que nos dirigeants au Mali et dans toute l'Afrique s'imprègnent de la leçon de Kadhafi et ne croient jamais à un retour en grâce
dans une organisation contrôlée par le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux. Il n'y a pas de retour en grâce avec eux. Voilà ce que je voulais dire. En juillet, nous allons vers la même configuration dans les deux cas. Premier cas, il restitue au Mali ses droits, c'est pour attaquer le Mali. Deuxième cas, il ne restitue pas au Mali ses droits, c'est encore pour attaquer le Mali. Il faut que les dirigeants, le peuple malien, en soient convaincus. Et par conséquent, élèvent le niveau de vigilance, de mobilisation. Et que l'Afrique debout continue à veiller comme la prunelle de ses yeux, eh bien, le grand peuple africain du Mali, qui est l'avant-garde de son éveil. Mes chers amis, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous ce soir. Nous allons parler à présent de Côte d'Ivoire. Merci à toi, Clara Blanc. J'ai été choqué cette semaine par les nouvelles qui me sont parvenues du semblant d'Assemblée nationale que la Côte d'Ivoire a depuis le mois de mars 2021. Pourquoi je dis semblant d'Assemblée nationale? Pourquoi j'appelle même cette organisation une tremblée nationale? Parce que c'est une Assemblée nationale qui a été constituée sur la base d'un mensonge à soi et d'un mensonge au peuple ivoirien. Je commence par le mensonge à soi. Bon, Alassane Ouattara qui a organisé ces élections n'est pas le président de la République. Il a violé l'article 55 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas à faire un troisième mandat. C'est un usurpateur. Ouattara souffrait depuis le mois d'octobre 2020 de son illégitimité. Il souffrait de sa non-reconnaissance. Il souffrait de la barbarie de son coup d'état civil. Lorsque l'opposition ivoirienne, en partie, lui tendit la perche en se précipitant vers les élections législatives, au motif que cela favoriserait le dialogue national, qui toujours n'a jamais repris. Une partie de l'opposition se rendit donc aux élections législatives de Ouattara en mars, ce qui permit à Ouattara de se légitimer, à défaut de la présidentielle, plutôt par la législative. Puisque des partis de l'opposition, et non des moindres, le PDCI, le FPI, le PPACI et consorts, ont participé à mes élections législatives, il s'ensuit que je suis le président de la République, puisque ces partis veulent avoir des députés de la République dans le cadre que j'ai tracé, avec la loi électorale taillée en coupe réglée pour m'assurer une majorité écrasante que je me suis offerte. Une très grande polémique opposa l'opposition radicale ivoirienne, l'opposition ferme ivoirienne, incarnée de manière continue depuis lors par Génération et Peuple Solidaire, notre mouvement, et son leader Guillaume Kibafori Soro. Une forte querelle nous opposa, une polémique nous opposa à nos frères et sœurs des grandes familles de l'opposition, du PDCI-RDA, du FPI et de ce qu'on appelle aujourd'hui le PPACI. À l'époque, quels étaient les arguments de nos frères qui avaient décidé de participer et de légitimer Ouattara? C'était qu'il fallait un contre-pouvoir à l'intérieur de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour peser contre Ouattara et qu'il ne fallait surtout pas laisser Ouattara contrôler à lui tout seul toutes les institutions. Louable argument qui cachait bien sûr le véritable argument, à savoir que l'opposition, ça coûte cher, les hommes et les femmes politiques doivent vivre et les indemnités de députés ne sont pas des moindres. Les gagner, c'est au moins s'assurer pour 5 ans des revenus réguliers pour ceux qui en particulier ne savent pas vivre d'autre chose que la politique. Ce motif n'a certes pas été mis en avant, mais c'est avec ce motif que les chefs des partis de l'opposition ont été mis sous pression par leurs partisans, mis sous pression par leurs cadres. Oui, monsieur le président Bédié, si vous ne pouvez pas de temps en temps donner aux cadres du PDCI qui aspirent à des fonctions électorales de l'argent, parce qu'ils en ont besoin pour vivre, eh bien laissez-les aller aux élections, au moins l'État va leur assurer des droits en tant que député, en tant que conseiller, etc. Et comme ça, vous serez moins sous pression. Pareillement, vous, monsieur le président Gbagbo, vous ne pouvez pas assurer aux cadres du FPI, aux cadres du PPACI, les moyens réguliers pour vivre à un niveau convenable.
laissez-les au moins aller prendre les fonctions électorales, ce qui leur permettra d'avoir ne serait-ce que des émoluments officiels avec lesquels ils peuvent joindre les deux bouts. Cet argument ne nous a pas été mis en avant, mais nous savons que cet argument, en réalité, était le seul valable. Parce qu'il est légitime que des Ivoiriennes et des Ivoiriens veulent être élus pour gagner des indemnités leur permettant de servir le peuple en se servant un peu eux-mêmes. Ça fait partie des règles du jeu politique. Les fonctions politiques sont accompagnées, effectivement, de facilités et d'indemnités. Je rappelle tout cela aux uns aux autres parce que les gens ont la mémoire courte. Nous soulignâmes, et c'est la ligne du mouvement Génération et Peuple Solidaire, que je rappelle là, que l'erreur qui était commise ici, c'était de sacrifier l'avenir de la Côte d'Ivoire à des intérêts immédiats. Et que cela coûterait très cher à toute l'opposition ivoirienne et à tout le peuple ivoirien d'avoir lâché Alassane Dramane Ouattara, d'avoir lâché du lest à Alassane Dramane Ouattara, alors même qu'on le tenait et que dans l'opinion nationale, dans l'opinion continentale, dans l'opinion mondiale, il était essentiellement regardé comme un président illégitime, illégal, un usurpateur, comme étant l'égorgeur de Nguessan Kwaku Toussaint à Daoukro. Alassane Dramane Ouattara, eh bien, grâce aux législatives 2021, s'est dépêtré de ce coin dans lequel il avait été coincé. Nous l'avions dit, au prix même de désaccord, au prix même de cris. Nous l'avions dit. Nous avions dit que Alassane Dramane Ouattara s'étant assuré la majorité absolue par le découpage électoral et le trucage, qui sont ses habitudes, il s'ensuit que le contre-pouvoir que l'opposition prétendait exercer dans le Parlement ne serait pas possible. Les résultats de ces élections vinrent et on vit rapidement que Alassane Ouattara s'était octroyé la majorité absolue, n'ayant pas besoin pour gouverner effectivement de l'opposition, brisant toute velléité d'un contre-pouvoir de l'opposition par le Parlement, ou alors brisant même encore plus cette espèce de mythe, de mensonge que certains opposants avaient fait circuler, comme quoi ils allaient imposer à Alassane Ouattara une cohabitation à la française. Il y aurait eu une victoire de l'opposition législative et un premier ministre de l'opposition aurait co-gouverné avec Alassane Ouattara, président de la République. Et il fallait ne pas avoir regardé la loi électorale fabriquée de toutes pièces par Alassane Ouattara pour croire en ce type de rêverie. Alors, quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que c'était prévu qu'il n'y en ait pas. Et ceux qui sont allés à l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire savaient qu'ils ne pourraient pas s'opposer à Ouattara. Qu'ils ne pourraient pas empêcher Ouattara de gouverner par sa majorité ou même de gouverner comme il l'a souvent fait, même quand il avait une Assemblée nationale relativement résistante sous Guillaume Soro, de gouverner par ordonnance. Parce que Ouattara, chaque fois que l'Assemblée nationale a voulu débattre sérieusement de certains sujets, Ouattara a pris les ordonnances aux grandes dames des députés, y compris de leur chef. Voici donc la mort étant la chose la plus distribuée au sommet du pouvoir ouattarien en Côte d'Ivoire. Amadou Soumaoro, dit cimetière, rejoint l'endroit où il avait décidé que tous ceux qui s'opposeraient à Ouattara doivent aller, le cimetière. Voilà que le plus vorace et le plus boulimique des suivants d'Amadou Soumaoro se précipite vers le fauteuil. Et ignominie et scandale, des députés de l'opposition se lèvent et disent que pour servir la paix et la réconciliation nationale, eux, ils vont voter pour le candidat de la majorité au pouvoir. Autrement dit, des députés de l'opposition se lèvent et détruisent même... C'est-à-dire que les derniers restes de l'idée d'opposition parlementaire en Côte d'Ivoire, ils se lèvent et ils détruisent cela. Et selon les informations qui nous parviennent, sont distribuées dans la foulée des sommes de 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions à tous les députés et notamment à ceux qui sont impliqués dans cette forfaiture. Le summum de la crétinerie politique de masse. Alors, moi, je voudrais attirer l'attention ce soir du peuple de Côte d'Ivoire et des députés de l'opposition, de tous les frères et sœurs de l'opposition ivoirienne, de tous les fils et filles adoptifs de la Côte d'Ivoire, sur la gravité de la situation de ce pays aujourd'hui. Comment pourra-t-on expliquer au peuple ivoirien qu'Adama Bictogo, auteur de détournements massifs de fonds publics ivoiriens, à travers les marchés publics qu'il obtient
par la corruption des Ouattara. Adama Bictogo, détourneur de l'argent, de la pollution chimique de la baie de Cocody à Abidjan. L'argent du scandale de Trafigura, détourneur de centaines de millions qui n'ont jamais été versés aux victimes civiles. Comment pourra-t-on expliquer au peuple ivoirien que des députés de l'opposition se sont réunis avec ceux du pouvoir pour voter pour Adama Bictogo? Que le Sénégal, l'État sénégalais, la justice sénégalaise accuse d'avoir volé 30 milliards de francs CFA qui avaient été dévolus à la construction, effectivement, d'une université, l'université d'Amnadio. Comment va-t-on pouvoir expliquer au peuple ivoirien qu'il y a une opposition au Parlement qui a choisi de soutenir Adama Bictogo, officiellement connu comme un fraudeur au diplôme, quelqu'un qui a menti pendant de nombreuses années qu'il était détenteur d'un bac B, obtenu dans un lycée d'Agboville qui n'existait surtout pas à la date des faits et qui ne délivrait pas le bac de cette série, économie. Fraudeur au diplôme, escroc international, poursuivi et condamné par la justice sénégalaise. Corrompu, détenteur de marchés publics frauduleusement obtenus, à la tête d'un consortium d'entreprises constitué par conflit d'intérêts et par pillage de l'État de Côte d'Ivoire. Tel est le soi-disant président d'Assemblée nationale qu'Alassane Ouattara a désigné et que des députés qui prétendent représenter l'opposition ivoirienne ont choisi. Après les événements de 2020, la violation de l'article 55 de la Constitution, l'assassinat de plus de 200 Ivoiriens dans les rues par la milice et la décapitation symbolique, brutale de notre enfant, de notre cadet, de notre fils, de notre concitoyen, Nguessan Kouakou Toussaint à Daoukro, ville de résidence de l'ancien président de la République, le doyen Henri Konan Bédié. Je pose ce soir à la Côte d'Ivoire éveillée la question. Qui d'entre vous peut encore regimber par rapport aux analyses que nous vous avons faites quand cette compromission commençait? Qui d'entre vous peut encore nous dire les députés sont allés pour constituer un contre-pouvoir après ce que vous venez de voir? Des députés de l'opposition, des partis les plus importants de l'opposition ivoirienne parlementaire qui votent pour le plus grand truand que l'Assemblée nationale ait jamais eu à sa tête. Qui votent pour le candidat du parti au pouvoir et qui prétendent représenter les aspirations des Ivoiriens à un pays débarrassé de la dictature de Ouattara. Comment peut-on voter pour le candidat d'un dictateur et pour le reste se retourner vers le peuple ivoirien pour lui dire que on combat le dictateur? Ce soir, je voudrais dire, sans fioriture, il n'y a pas d'opposition parlementaire en Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne, elle est d'abord dans le peuple ivoirien. Et elle est incarnée par tous ceux qui, à l'intérieur de la politique ivoirienne, sont restés droits dans leurs bottes sur les positions suivantes. 1. Alassane Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a violé l'article 55, il a usurpé, c'est un occupant du palais présidentiel. Il n'est pas président de la République. Ça, c'est la position de notre leader, Guillaume Kibafori Soro. C'est la position de notre mouvement. 2. Il n'y a aucun espoir à combattre politiquement Alassane Ouattara en étant corrompu matin, midi et soir par lui, en prenant des 2 millions, soi-disant pour la réconciliation et la paix, alors qu'il s'agit tout simplement de la compromission et la noyade immorale. Il n'y a aucun espoir en allant faire semblant de faire opposition à l'intérieur d'un parlement croupion qu'il y ait opposition. Troisièmement, il ne peut y avoir opposition que si le peuple de Côte d'Ivoire se rassemblant autour de ceux qui sont restés droits dans leurs bottes. Et nous, Génération et Peuple Solidaire, nous sommes le mouvement qui reste droit dans ses bottes. Et élabore un calendrier de lutte politique alternative à cette mascarade que nous observons désormais dans cette Assemblée nationale que j'appelle une tremblée nationale. Il est temps que les forces demeurées saines de l'opposition ivoirienne se rassemblent et continuent le chemin, et continuent la marche.
Il est temps que le peuple ivoirien prenne acte du fait qu'une certaine vieille politique et une certaine classe politique a fait son temps. Et que le peuple ivoirien se rassemble autour des forces vives, intactes, verticales. Et qu'il continue sa marche. Il n'y a pas d'espoir. Avec des gens qui votent pour Bictogo comme président de l'Assemblée nationale. Des gens qui reçoivent 2 millions pour avoir voté pour Bictogo et qui prétendent être députés de l'opposition. Il n'y a aucun espoir. Ivoirien, Ivoirien, il faut quitter dans ça. Quitter dans des gens qui se découvrent parents d'Alassane Dramane Ouattara. Après nous avoir amplement expliqué l'imposture de ce monsieur aux 3 actes de naissance à la tête de ce pays. Il faut sortir de l'imposture de gens qui vous disent « Nous combattons Ouattara » et qui la nuit s'en vont prendre son argent. L'argent qu'ils volent dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire pour corrompre le peuple ivoirien. Il est temps que le peuple ivoirien retire sa confiance à ceux qui font cela. Et j'espère que la liste complète de ceux qui ont perçu la corruption de 2 millions sera donnée au peuple ivoirien pour qu'il sache très bien à qui il a affaire. Enfin, le peuple ivoirien ne pourra mener sa lutte à fond qu'en se coalisant avec tous les peuples africains en lutte. Voilà pourquoi j'invite le peuple ivoirien à redoubler de solidarité avec le peuple malien, avec le peuple sénégalais, avec le peuple guinéen, avec le peuple burkinabé, avec le peuple nigérien, avec le peuple togolais. Je dis bien le peuple et tous ceux qui incarnent le changement. Au lieu que le peuple ivoirien continue à regarder du côté des élites des pays voisins, il faut regarder du côté des luttes populaires des pays voisins. Car c'est en connectant l'opinion ivoirienne avec ces luttes populaires qu'on va contribuer à l'empowerment, à l'enrichissement, au renouvellement et au boostage de la lutte des Ivoiriens pour leur véritable dignité. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à ma terre adoptive de Côte d'Ivoire. Et maintenant, je vais vous parler du Sénégal. J'ai apprécié, énormément apprécié ce soir, une petite vidéo dans laquelle le grand-fils du Sénégal, le leader de la résistance émergente du Sénégal, Ousmane Sonko, s'adresse aux magistrats de son pays. On pourrait adresser les mêmes propos à tous les magistrats de l'Afrique dite francophone, coupables d'avoir entraîné leur peuple, leur pays dans des tragédies, par leur lâcheté, leur corruption. Je voudrais d'abord vous faire apprécier les mots d'Ousmane Sonko avant même de les commenter. Ce sont des mots qui m'ont profondément touché. Composement appelé sage. J'ai toujours dit que, et ça je le dis depuis 5 ans, revoyez mes vidéos. Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre dans ce pays. Au nom de l'exercice d'une profession, on se permet de piétiner la loi, de piétiner la constitution et de mettre le pays en insécurité. Ce qui se passe actuellement, c'est la responsabilité de 7 personnes, 8 personnes, qui sont tous des magistrats. Parce que le ministre de l'Intérieur est magistrat. C'est la responsabilité de 8 personnes. Et à chaque fois que le pays est dans ces situations de tension, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Cour suprême, c'est la DG. Est-ce que cela c'est normal? Moins de 10 personnes qui tiennent tout un pays en otage pour les avantages qu'on leur donne. Aujourd'hui, ils sont barricadés chez eux, gardés par le GIGN, gardés par la BIP, gardés. C'est pas la peine. Personne ne va les attaquer. Personne.
mais qu'ils comprennent que tôt ou tard, ils rendront compte de leur irresponsabilité devant cette même loi qu'ils étaient censés dire et qu'ils n'ont pas dite, devant cette même constitution qu'ils ont piétinée et violée, ils rendront compte. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une violation flagrante de la loi. Parce que Macky Sall prolonge l'âge de la retraite, parce que Macky Sall donne des dessous de table, parce que Macky Sall donne des... Il faut aller voir le train de vie de ces gens-là. Allez voir le train de vie de ces gens. Ce n'est pas un salaire de fonctionnaire qui le donne. Et au nom de cela, ils sont prêts à tout faire. Et à mettre ce pays en péril et en danger. Ça ne peut pas continuer. Et c'est valable de manière générale. La justice de ce pays, c'est la première grande réforme qu'il faudra faire. Il n'y a plus de justice dans ce pays. Cette justice fait mal au pays. Elle se fait mal à elle-même. Parce que tous les magistrats sérieux, compétents, aujourd'hui souffrent des actes posés par une petite minorité, un groupuscule de magistrats que Macky Sall a choisi et trié sur le volet. À chaque fois qu'on est dans ces situations, c'est un procureur qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est un doyen des juges qui est à la base. À chaque fois qu'on est dans une situation, c'est la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Est-ce que cela est normal? Jusqu'à quand on va supporter ça? Et c'est pourquoi j'ai dit tantôt que les gens rendront compte des actes qu'ils posent. Ça ne peut pas se faire aussi facilement. Les rumeurs disent que c'est... Puisque Pape Omar Sakho doit aller à la retraite dans quelques semaines au plus tard, après avoir fait ses forfaitures et probablement avoir été bien récompensé par Macky Sall, que c'est Serigne Bassirou Gueye, l'autre catastrophe de la magistrature, qui est préposé pour le remplacer et qui va avoir la mission de valider, à côté de Antoine Diome, le projet de troisième mandat. Ils nous trouveront en face. C'est simple comme bonjour. Il reste à Macky Sall 18 mois à la tête de ce pays. J'allais dire même 16 mois. Après Macky Sall, les gens doivent comprendre qu'ils rendront compte. Et ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses fermes. Ils rendront compte des actes qu'ils ont posés. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, qu'ils soient magistrats, tous les gens qui poseront des actes délibérément politiques, qui n'ont rien à voir avec la loi, auront à rendre compte des agissements qu'ils ont eus. Parce que ce qui va se passer, s'il y a débordement, c'est la responsabilité de ces 7 personnes. Et de ces 7 personnes uniquement. S'il y a débordement, demain et les jours à venir, c'est leur responsabilité. Et si leur conscience leur permet, malgré tout, d'aller prendre leur tchéboudienne et de prendre leur thé tranquillement, c'est qu'il ne reste rien en termes de conscience, de morale et d'humanité. Je vous remercie. Alors, je trouve ce message-là succinct du député maire de Ziguinchor, l'honorable Ousmane Sonko, que je salue. Je trouve ce message-là profond d'enseignement pour toute l'Afrique. D'abord, de quoi s'agit-il? Le président Macky Sall, président sortant du Sénégal, a multiplié ces derniers mois, ces dernières années, des indications qu'il serait tenté de violer la constitution du Sénégal, qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais pour que le président Macky Sall fasse cela, il lui faut avoir réussi à corrompre, à persuader ceux qui doivent être les gardiens de la loi fondamentale du Sénégal, à savoir les magistrats de la Cour constitutionnelle. Ousmane Sonko s'adresse ici aux magistrats de la Cour constitutionnelle et leur dit: si le sang du peuple sénégalais a à couler bientôt, si la sueur et les larmes du peuple sénégalais doivent couler bientôt, c'est vous, les